Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre réflexion sur quelques thèmes fondamentaux de philosophie avec le professeur Bernard Fels, professeur de philosophie des sciences, professeur émérite également de l'Université catholique de Louvain. Professeur Fels, bonjour. Bonjour. Un thème quand même très contemporain, c'est toute la question du respect de la nature et la modernité. Un thème important, effectivement, et où la science a un impact tout à fait décisif. Il faut quand même rappeler tout d'abord que l'écologie est d'abord une discipline scientifique, hein, et que c'est quand même les scientifiques qui ont emmené sur le tapis toutes les pragmatiques que l'on connaît pour le moment. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, si vous voulez, est en jeu, me semble-t-il, plus fondamentalement, je dirais presque, la manière dont, dans une culture, on considère le rapport à la nature. Hein. Et alors, il me semble qu'en termes contemporains, on pourrait distinguer 4 types de rapports différents. Hein. Le rapport, je dirais presque le plus dominant jusqu'il y a une cinquantaine d'années, hein, c'est le rapport scientifique. Qu'est-ce qui caractérise le rapport scientifique à la nature, précisément? Ben, il faut remonter. C'est Galilée, hein, qui est un peu le fondateur de la science quelque part, et qui propose une conception strictement mécaniste de la physique. Hein. Galilée est un physicien. Et au fond, qu'est-ce que c'est que les mouvements des astres? Les astres, ils ont un mouvement complètement automatique. Si vous connaissez la position et l'énergie et la vitesse, bah, à la limite, vous pouvez prédire d'accord? Et ça, le futur, disons, et le comportement de tous les astres. Donc, ça veut dire que Galilée propose une conception strictement mécaniste du monde physique. L'affaire Galilée, c'est 1633. Descartes, en 1637, sort son bouquin des méditations cartésiennes. En fait, les méditations cartésiennes de Descartes, on pourrait dire c'est un philosophe qui fait le poids. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire Galilée? Je reviendrai éventuellement là-dessus plus tard. Mais n'empêche, si vous voulez, que Descartes est fasciné par Galilée. Il dit vraiment, là, voilà quelqu'un qui amène quelque chose dans l'histoire de l'humanité. Et alors, et la science galiléenne, qui est pourtant encore pas complète, hein, c'est Newton 50 ans plus tard qui va terminer un peu tout ça, mais n'empêche, donc si vous voulez, Descartes est fasciné par Galilée, et tout en étant mathématicien, parce que c'est quand même un peu curieux, il propose une conception du vivant. Il dit, si on veut faire une science du vivant, eh ben, on doit partir de la présupposition de Galilée. Il faut voir le vivant comme un système mécanique. Qu'est-ce que c'est le vivant pour Descartes? C'est un ensemble de molécules, c'est de la matière inerte organisée de manière compliquée. Voilà. Au fond, c'est l'archétype de cela. Ben, par exemple, si vous prenez une horloge à balancier, hein, la quartz, on ne voit plus rien, mais une horloge à balancier, ben, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est un système d'engrenage, hein, avec un système énergétique et qui a pour but d'indiquer l'heure. Bon. Donc, vous avez là, pour comprendre le mécanisme de l'horloge à balancier, vous n'avez pas besoin de présupposer que la matière composant l'horloge est une matière particulière. Non, c'est de la matière inerte, mais organisée de manière complexe. Et bien, c'est Descartes qui va lancer cette présupposition pour fonder les sciences du vivant, et de dire que le vivant, c'est de la matière inerte organisée de manière compliquée. Alors, c'est vrai pour la végétale, c'est vrai pour l'animal, c'est vrai pour l'humain. Qu'est-ce que c'est que l'humain? C'est un corps mécanique, mais qui a une âme, hein, précisément, je vous ai dit, dans la tradition à la fois platonicienne et augustinienne, et mathématicienne. Donc, si vous voulez, c'est l'âme qui fait la spécificité de l'humain, l'âme étant considérée comme une substance différente du corps. D'où alors, si vous voulez, une ouverture, on peut faire ce qu'on veut sur le corps, l'essentiel est l'âme. Donc, si vous voulez, donc c'est important pour le développement de la médecine. Hein, il y a toute une série d'expériences, bien entendu, qui sont passées sur les animaux, là. Mais n'empêche qu'alors que ça induit une image du vivant comme un système d'objets. C'est quoi le vivant? Pour le scientifique contemporain, je dirais, c'est un système d'objets à disposition de l'humain. Et d'une certaine manière, il n'y a aucun sens à parler de respect de la nature chez Descartes dans cette période. Pourquoi vous les respectez? La seule instance respectable, c'est l'humain. Et c'est ce qui a donné alors les droits humains, hein, en termes éthiques. C'est ce qui a donné. Donc la modernité se construit, si vous voulez, sur un rapport très particulier de l'humain à la nature. L'humain est conçu comme supérieur à la nature.
l'humain, c'est le lieu de la culture, hein, précisément, l'opposition nature-culture, dans une perspective cartésienne est très stricte. L'humain, ayant son âme, est de l'ordre de la culture, et tout ce qui est vivant, non humain, c'est de l'ordre de l'objet. Descartes a une discussion avec une certaine Élisabeth, qui lui dit, enfin mon cher Descartes, comment vous pouvez parler d'animal-machine, hein, est-ce que vous connaissez toutes les histoires des animaux qui pleurent à la mort de leur maître, etc. Bon, Descartes a cette réponse, quand j'entends un animal gémir, ça me fait penser à une porte qui grince. Il y a un bruit dans le moteur. Donc il n'y a pas d'émotion. Hein, il n'y a pas d'émotion. On n'est pas dans le vivant. On est dans le mécanique. C'est une première position. Je pourrais parler une demi-heure sur la manière dont fonctionne la biologie. Prenez les OGM, c'est exactement ça. Prenez toute la médecine occidentale repose d'une certaine manière sur le corps-machine. Hein. On fout maintenant une nouvelle. on remplaçait. On a l'impression, quand on est chez médecin, à certains égards, on a l'impression qu'on va chez mécanicien, quoi. On règle la mécanique. Hein. Ils m'ont au genou. Voilà, ils mettent de l'huile. Donc, on est dans. Mais alors, même plus fondamentalement, le génie génétique repose sur cette même chose. Hein. Vous voulez avoir des plantes plus résistantes à tel truc, vous mettez un gène en plus. Donc, si vous voulez, les biologistes s'amusent comme des petits fous avec. Et il y a quelque chose de grand là-dedans. Hein. Quand je dis ça, c'est pour faire sentir la force explicative des sciences. Mais n'empêche, alors que, si vous voulez, ça a imposé un certain type de rapport dont on mesure actuellement les limites. Et quels sont les premiers à avoir attiré l'attention là-dessus? C'est les écologistes scientifiques. Pourquoi? D'une certaine manière, quel est le concept fondamental de l'écologie? C'est le concept d'écosystème. Le concept d'écosystème, il montre que tous les vivants sont en interaction. Non seulement tous les vivants sont en interaction, mais le vivant est en interaction avec le physique. Et le concept d'écosystème, c'est ça. Que si vous abordez la problématique du vivant, vous devez prendre en compte toutes les interactions. Et dans l'écosystème Terre, l'humain, où c'est qu'il est là? C'est un élément de l'écosystème. Descartes a beau dire que l'humain, par son... Hein, non, l'humain est un élément d'écosystème. Non seulement c'est un élément d'écosystème, mais c'est un élément vulnérable de l'écosystème, puisque ce qu'on appelle, il est hétérotrophe, entre guillemets. Hein, hétérotrophe. Donc ça veut dire qu'il est incapable de capter l'énergie solaire, hein, et de produire lui-même, si vous voulez, de la matière vivante. Si vous voulez, les biologistes distinguent les hétérotrophes, les carnivores, pour dire les choses autrement, hein, des herbivores. Hein, mais tous les animaux sont incapables de faire ce que fait une salade. Que fait une salade? Il capte l'énergie solaire et transforme la matière inerte en matière vivante. Eh bien, c'est une opération absolument décisive pour les animaux, que les animaux sont incapables de faire. Non, ça veut dire très très concrètement, non seulement l'humain se redécouvre dans un écosystème, mais d'autre part, il est complètement dépendant de tout le système végétal. S'il n'y a plus de végétaux, les animaux ne tiennent plus la route. Première considération que nous apporte le concept d'écosystème, qui est un concept tout à fait fondamental. Mais deuxième considération, depuis de quelques dizaines d'années maintenant, on fait des modèles mathématiques en écologie. Alors quand vous faites des modèles mathématiques, vous vous rendez compte que les écosystèmes, ils ont ce qu'on appelle des stocks finis. C'est la même chose qu'une mine. Ouais, moi, je suis originaire du sud du Luxembourg. Hein, mon père travaillait à la sidérurgie. La sidérurgie, il n'y en a plus. Il n'y en a plus en France. Pourquoi? Vous avez épuisé une mine. Une mine, c'est un stock fini. L'écosystème Terre, c'est aussi un stock fini. On est quelques milliards déjà, hein, sur une planète, et en dehors de ça, on doit s'arranger pour vivre ensemble, et que ce soit en termes énergétiques, que ce soit du côté des matériaux biologiques. La question est-ce que la Terre, telle qu'elle fonctionne actuellement, est capable de nourrir un nombre infini d'humains? Évidemment non. Évidemment non. Donc, si vous voulez, il y a des stocks finis qui fait que le nombre... Maintenant, ce nombre n'est pas fixé parce que c'est lié aux technologies, si vous voulez, mais n'empêche que vous êtes dans des stocks finis. Mais alors, les stocks finis, qu'est-ce que ça veut dire? On a construit, la culture occidentale depuis 100 ans, disons, part de la présupposition que l'environnement est un infini. Regardez ce qu'on crache, hein, les usines chimiques, tout ce qu'on a craché dans l'atmosphère. Quelle était la présupposition? L'atmosphère, c'est un infini. Vous crachez tout ce que vous voulez, dans l'infini, c'est égal zéro. On ne change pas, on ne va pas changer la composition de l'atmosphère.
Regardez pour l'eau. C'est la même chose. Hein. On mettait tous les égouts vont à la rivière et vont ensuite dans la mer. On ne change pas la composition de la mer. Eh bien si, on change la composition. Mais qui c'est qui montre qu'on change la composition de la mer? Bien entendu, ce sont les scientifiques. Donc si vous voulez, une deuxième composante importante de l'apport du concept d'écosystème, c'est la prise de conscience du stock fini, qu'on est dans un monde fini et qu'on doit réfléchir avec cette finitude. Hein, et précisément la problématique. Alors, une petite parenthèse, j'ai presque envie de dire sur la question du climat, c'est exactement le problème. Pourquoi il y a un problème climatique qui est en train de se poser? C'est que notre activité humaine modifie la composition de l'atmosphère. Modifiant la composition de l'atmosphère, il y a l'effet de serre qui fait que les températures tendent à augmenter. Et si on ne bouge pas, ça ne va pas s'arrêter. Hein. Donc, vous voyez, même la problématique climat est typiquement un exemple de la problématique des stocks finis. Bien. Donc on est là dans un registre, c'est le deuxième rapport, j'en ai annoncé 4, les autres iront peut-être un peu plus vite, mais n'empêche. Le deuxième rapport dit, bon, on est dans l'écosystème, on est l'élément, sur ce plan-là, l'humain est un animal comme les autres, pour dire les choses simplement, et d'autre part, on est dans des stocks finis, donc on doit commencer à gérer les choses en respectant cette problématique. Donc le concept de respect de la nature prend un sens fort à partir de l'écologie scientifique. Et alors il y a un troisième rapport qui dit, oui, un sens fort, mais ça reste faible, on est dans le rapport technique. Hein. Au fond, quelque part, les écologistes n'auront pas avec cette image du vivant comme un système mécanique technique. C'est systémique, hein, c'est beaucoup plus complexe, donc ça respecte la complexité, mais n'empêche qu'on reste dans un rapport d'objet. Hein. La question est-ce que l'animal est respectable pour lui-même? Est-ce qu'on doit respecter un animal pour la contribution qu'il fait à l'écosystème? Ou bien tout simplement pour son être profond, pour ce qu'il est. Eh bien, il y a tout un courant philosophique qu'on appelle l'écologie profonde, qui dit ben, on ne doit pas respecter l'animal parce qu'il contribue à l'écosystème, on ne doit pas respecter la forêt vierge parce qu'elle contribue à l'écosystème, on dit on doit le respecter pour ce qu'il est. Donc c'est la question de la valeur intrinsèque. Et alors, si vous voulez, bon, il y a bien entendu une grande fourchette, mais la posture la plus radicale, si vous voulez, dit d'une certaine manière, qu'est-ce que c'est que ces humains qui se prennent au sérieux, hein, et qui se jugent au-dessus de la nature? Non, la vraie valeur, c'est la nature qui doit nous la donner, et c'est l'écosystème qui doit l'imposer. Et vous avez une position vraiment radicale, mais qui pourtant vient d'un scientifique, hein, l'hypothèse Gaïa, qui dit au fond, notre référence doit être l'écosystème Terre. L'espèce humaine là-dedans, c'est un cancer. Qu'est-ce qui définit un cancer? Un cancer, c'est un tissu qui se développe anormalement au détriment des autres tissus. Si vous considérez la Terre comme un organisme, et non pas seulement comme un écosystème, hein, c'est une conception beaucoup plus forte, d'une certaine manière, on est trop nombreux sur Terre pour dire les choses. Quand on dit trop nombreux, c'est pas un peu de choses. Hein. Donc d'une certaine manière, vous avez deux courants. Un courant plus romantique d'une sorte de retour fusionnel à la nature et de respect des animaux pour ce qu'ils sont, hein, en les mettant à égalité de l'humain. Et vous avez un courant quasi plus technique, mais qui dit, alors bon, on est trop nombreux pour dire des choses, donc il y a des mesures à prendre, parfois radicales. Enfin bref. Mais c'est intéressant comme question. Parce que c'est vrai que la problématique d'une écologie scientifique qui reste dans la perspective de rapport entre objets, au fond, d'une certaine manière, c'est une critique pertinente. D'où le quatrième rapport dont je vous avais annoncé, qui est alors là un rapport, si vous voulez, qui d'une part souligne les insuffisances de la posture de l'écologie scientifique sur ce plan, tout en soulignant aussi les insuffisances ou les dangers d'une posture d'écologie radicale. Alors paradoxalement, enfin ça peut apparaître paradoxal, mais ça vient aussi bien des scientifiques que des philosophes. Prenez les neuroscientifiques. Hein, je vais vous parler de travailler sur le cerveau. Les gens qui travaillent sur le cerveau, ils constatent ce qu'on sait depuis longtemps. Mais les animaux ont un cerveau. Et par conséquent, il y a une conscience animale évidente.
Alors, tout dépend de la définition de la conscience que vous avez. Mais enfin, globalement, si vous voulez, que l'animal soit capable d'une mémorisation, que l'animal soit capable d'émotion, que l'animal soit capable d'un comportement intentionnel, même s'il est différent de celui de l'humain, bah, ça range l'animal du côté du vivant et non pas du côté de l'objet. Donc, ça veut dire que ça rend l'animal comme respectable. Donc, un premier lieu scientifique qui porte cela, ce sont les neurosciences qui travaillent sur les animaux. Un deuxième lieu scientifique, c'est l'éthologie, bien entendu. Ben, l'éthologie qui met en évidence des comportements de solidarité entre animaux. Des comportements même où il y a des bribes de justice. Bon, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, mais n'empêche, il y a des expériences qui sont faites sur les bonobos ou sur des singes. Si vous êtes injuste avec... Alors même que ça arrange bien. Hein, si vous avez deux individus, on est injuste avec l'un par rapport au comportement avec l'autre, mais celui qui en profite refuse les privilèges parce qu'il juge qu'il y a injustice. Donc, si vous voulez, donc, autrement dit, si vous voulez, il y a toute une série de démarches scientifiques qui en arrivent à prendre en compte le vivant comme véritablement participant de la vie et non pas simplement de la matérialité. Autrement dit, si vous voulez, il y a une respectabilité du vivant qui est reconnue. Et alors, si vous voulez, d'une certaine manière, mais alors, donc là, ça rejoint un peu la deep écologie, mais en quoi ça s'en distingue? C'est précisément par le fait que la conscience humaine est telle qu'on a quand même un niveau de maîtrise sur les objets et sur l'ensemble des écosystèmes. Pour dire les choses tout simplement, si à la COP 21, on pouvait difficilement inviter les dauphins. Hein. Comment discuter avec un dauphin? Donc la situation est telle qu'on doit juger qu'en fait on est responsable. Alors on est responsable, mais donc d'êtres qui participent de la vie, qui participent de la conscience. Donc on a un niveau de conscience, moi je n'ai pas peur de dire qu'effectivement le rapport langagier et la conscience nous met en situation de maîtrise des choses que n'ont pas les autres espèces. Mais ça nous, alors jusque maintenant on a profité de cela dans une logique de prise de pouvoir et d'utilisation. Je pense qu'avec la question écologique se pose la question non seulement de la prise de pouvoir et de l'utilisation, mais surtout du respect et de la valorisation. D'où alors toutes les mesures de défense des animaux en disparition, des choses comme ça. Si on se bat pour que le panda puisse tenir, ce n'est pas parce qu'on a besoin du panda pour vivre. C'est parce qu'on juge qu'un mammifère supérieur est une réalisation fantastique pour l'humanité. Donc vous voyez, alors là, on est passé du registre du pur rapport d'utilisation à un rapport de respect, tout en restant dans une logique, si vous voulez, d'humains qui sont responsables de l'écosystème. Merci beaucoup de cet exposé. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.